Donc je suis Raphaël Yvain, je suis un des cofondateurs du réseau du Lierre avec Vendré Jumeau qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous remercier d'être présent aujourd'hui, également remercier les intervenants qui vont participer à cet après-midi. Dans la salle, il y a des membres du Lierre majoritairement et également des personnes qui viennent là par curiosité, qui ne sont pas membres du réseau, mais on a l'habitude d'ouvrir certains de nos événements, à la fois pour faire parler du Lierre et faire connaître le Lierre, mais aussi pour pouvoir partager le contenu de ces événements qu'on construit de manière à intéresser un public plus large que les seuls professionnels de l'action publique. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais rappeler que la campagne électorale s'est terminée hier soir à minuit. Et donc, bien entendu, nous n'aborderons pas la question de la campagne d'une manière ou d'une autre, ni des sujets qui pourraient être en rapport avec cette campagne. On avait programmé cet événement avant que la dissolution soit décidée et donc les élections législatives programmées. Mais il nous semblait important de maintenir cette journée pour comprendre sous une approche très thématique les enjeux d'organisation de l'action de l'État, la diversité des sujets derrière les atteintes à l'environnement et comment les acteurs publics et militants peuvent agir pour répondre à ces atteintes. Donc voilà, on aura vraiment une approche très thématique et on renverra les débats plus politiques ou en lien avec les élections à l'issue de cette séquence électorale. L'autre changement qui est induit par cette situation, c'est qu'on a dû aménager le programme parce que, outre la fin de la campagne électorale, nous étions en période de réserve électorale. Et donc la première table ronde qui était composée d'un représentant de la gendarmerie, des directeurs généraux de l'Office français de la biodiversité et d'un magistrat. Donc vu les conditions, ils ont dû décliner l'invitation, mais ils se sont engagés à revenir et à participer à un événement avec le Lierre vraisemblablement à la rentrée en septembre. On tient vraiment à pouvoir travailler ces sujets avec des acteurs qui représentent la police, la justice. C'est une volonté du Lierre de pouvoir s'investir sur ces sujets régaliens, avoir une approche régalienne pour analyser, comprendre les enjeux de protection de l'environnement, mais aussi de transition écologique. Et puis ça s'inscrit dans notre stratégie depuis plusieurs mois, plusieurs années, et c'est la raison d'être du Lierre. On a organisé et lancé un cycle de travail sur la question des services publics, mais on veut aller plus loin et on veut aussi pouvoir interroger et réfléchir à des nouvelles modalités de l'action publique et penser la question de l'État et de l'écologie. Donc on a publié notamment plusieurs notes sur les services publics, sur la culture, sur l'hôpital, sur les finances publiques. On a également lancé un séminaire pour travailler la question de la décision publique avec le rassemblement de plusieurs fonctionnaires, hauts fonctionnaires des différentes fonctions publiques, des chercheurs, des syndicalistes, pour interroger toutes les modalités de la décision publique, comment elle se construit, quels outils sont à disposition pour mettre en œuvre ces décisions et accompagner les décideurs publics, et comment on peut mener une évaluation, voire une réorientation de certaines décisions publiques pour pouvoir répondre aux enjeux écologiques. Donc cette demi-journée, elle s'inscrit dans cette séquence-là. On a la chance de pouvoir profiter cet après-midi de regards assez différents, de professionnels issus de l'État, des collectivités, des chercheurs, également des ONG, une vision aussi journalistique et juridique. Donc voilà, on va essayer de croiser tous ces regards pour mieux comprendre très concrètement comment les acteurs publics et l'État peuvent agir pour mieux protéger l'environnement et puis pour répondre aux atteintes à l'environnement. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, peut-être un dernier mot. D'ici la fin de l'année, le Lierre fêtera ses 5 ans d'existence. Aujourd'hui, on est un réseau, je le disais, de professionnels de l'action publique qui regroupe près de 2000 professionnels. On est également
désormais présent dans de nombreuses villes avec des groupes locaux. On investit plusieurs sujets à travers des groupes thématiques. Et donc pour ces 5 ans, nous organiserons un grand événement pour fêter ça et puis aussi pour regrouper, croiser ces différentes réflexions sur l'État et l'action de l'État. Et donc on vous tiendra informé de cet événement d'ici la fin de l'année. Donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, accueillir les premières intervenantes. Je vais passer la parole à Vendry Jumeau, qui est cofondateur du Lierre. Et puis encore une fois, vous remercier de votre présence et vous souhaiter une bonne après-midi. Merci beaucoup, Raphaël. Pour cette première table ronde, pour les raisons expliquées à l'instant, on ne peut pas bénéficier. On va s'intéresser justement à l'action des différents acteurs publics, plutôt à l'échelle territoriale. Normalement, on devait faire cette table ronde en 2e position, après avoir eu un temps d'intervention de magistrats, de cadres de l'OFB, qui auraient posé au niveau national les stratégies, le rôle des différents acteurs. Et donc, comme ça n'a pas pu être fait, néanmoins, nous, on a un peu plus de temps, et donc ça va être l'occasion pour Christian Moina, qui est sociologue et chercheur au CNRS. Bonjour. Pour Claire Masson, qui est maire d'Auray. Bonjour. Et pour Marie Lajus, haute fonctionnaire et ancienne préfète. Chacun va pouvoir à la fois partager sa vision, son analyse de la cartographie des différents acteurs en présence. Et du coup, on a un peu plus de temps. Et ça devait être d'autant plus utile de le faire que ça n'a pas été précédé par d'autres intervenants juste avant. Et donc, on va s'intéresser au rôle et aux compétences à la fois des élus locaux, des services de l'État, des opérateurs de l'État, d'acteurs également scientifiques, des acteurs citoyens, des habitants, des usagers, sur comment les atteintes à l'environnement peuvent être prévenues, traitées par la puissance publique au niveau local. Et puis, du coup, on s'intéressera dans un second temps aux logiques d'acteurs, aux jeux d'acteurs, aux logiques d'action de chacun des acteurs qu'on aurait pu présenter au début, et de voir comment, concrètement, cette difficile conciliation entre les enjeux environnementaux, sociaux, économiques, juridiques, avec des injonctions souvent contradictoires, et comment, du coup, chaque acteur, avec sa stratégie, son rôle, ses compétences, ses missions, interagit, coopère ou pas avec d'autres. Voilà le programme jusqu'à 15h30 ou 15h40, pas plus tard. Et je propose du coup, pour commencer, mais déjà à chacun, et puis on va commencer par Marie Lajus, puis Claire Masson, puis ensuite Christian Moina pourra se représenter en quelques minutes, et ensuite éventuellement commencer à intervenir, parce qu'il a prévu quelques diapos. Déjà, dire d'où vous parlez, vous présenter. Et puis ensuite, chacun pourra intervenir du coup pour bien rappeler les rôles des différentes institutions, des différents acteurs dont on va parler. Je m'appelle Marie Lajus, bonjour à tous. J'ai exercé dans différentes fonctions territoriales qui m'ont amené à prendre en charge à la fois des questions de police et des questions d'environnement. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait toute une première partie de carrière dans laquelle j'ai été commissaire de police, dans des services de sécurité publique et des services d'enquête, avant de devenir préfète dans 4 départements. J'ai été d'abord préfète à l'égalité des chances, donc là c'est plutôt sur des thématiques urbaines et de cohésion sociale à Marseille. Et puis ensuite j'ai été préfète de département dans l'Ariège, en Charente, puis en Indre-et-Loire, jusqu'à début 2023. Maintenant, j'exerce à la Cour des comptes à Paris, donc ce n'est pas du tout au titre de la Cour des comptes que je m'exprimerai, mais plutôt des fonctions territoriales que j'ai pu exercer et qui m'ont amené, encore une fois, à la fois à mettre en œuvre des actions de police dans mon premier métier, et puis à assurer cette fonction un peu d'ensemblier que je détaillerai peut-être un petit peu, qui est celle des préfets de département. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Claire Masson, je suis maire d'Auray dans le Morbihan. Donc, c'est une commune d'à peine 15 000 habitants. Entre Lorient et Vannes, je suis sur la commune de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, qui regroupe Carnac, la Trinité-sur-Mer, Erdeven, donc toute une série de communes littorales avec 2 petites îles, Ouat et Edic, et une partie rétro-littorale.
Et puis, de formation initiale, en fait, je suis ingénieur agronome. J'ai travaillé à la Chambre d'agriculture en conseil agricole en environnement sur les grandes cultures. Et donc, j'étais très sensibilisée au problème des pesticides, au problème des cours d'eau, du redressement de cours d'eau par des agriculteurs ou par des privés, etc. Et du coup, depuis que je suis maire et que l'association des maires du Morbihan m'a proposé de siéger sur certaines commissions au niveau départemental, je siège au CODERST, à la CDPENAF, qui sont des commissions en fait un peu de régulation autour de ce qui est agricole. La CDPENAF, c'est la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et le CODERST, c'est l'instance qui décide de tout ce qui est autorisation, que ce soit pour des élevages ou pour des entreprises, pour des crématoriums, enfin tout ce qui est autour de l'environnement et les autorisations autour de l'environnement. Donc, bonjour à tous, Christian Moina, je suis sociologue au CNRS. Je travaille depuis maintenant très longtemps sur les questions de police, de sécurité, de justice et aussi de prison. Et donc, j'ai été amené avec mes collègues dont les noms figurent sur le tableau, donc qui travaillent à l'INRA ou en droit ou en sciences politiques à Toulouse, à travailler sur la répression de la criminalité environnementale, pour dire les choses rapidement et largement. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. J'y vais. Donc, OK. Donc, je vais me déplacer pour aller faire l'animation des slides. Donc, il s'agit d'une recherche qui s'appelle Juste École, il faut donner des noms, qui est financée par l'ADEME et aussi en partie maintenant par le ministère de l'Intérieur, qui se pose la question de finalement comment fonctionne toute cette logique de répression des infractions à l'environnement. Alors malheureusement, ce n'est pas une justice achevée, donc je ne vais pas vous donner des résultats définitifs. C'est une recherche qui a commencé relativement récemment, et donc je vais plutôt vous donner des pistes. Éventuellement, je serais d'ailleurs ravi d'avoir éventuellement des réactions de votre part, des suggestions, puisque c'est une recherche qui est en cours et donc il y a encore la possibilité de compléter, d'aller plus loin, d'avoir des entretiens avec des acteurs qui sont mobilisés là-dessus. Donc les objectifs de la recherche, je vais vous présenter rapidement cette recherche et puis faire saillir quelques points qui m'apparaissent importants et qui, je pense, nous permettront de lancer le débat. Donc les objectifs de cette recherche, alors je ne vais pas faire toute la genèse, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de textes de loi, il y a beaucoup de réglementations, il y a toute une série de sanctions prévues, plusieurs milliers de références aux différents codes qui permettent de sanctionner les acteurs qui ne respectent pas la réglementation environnementale. Nous, ce qui nous a intéressé en tant que sociologue un peu du terrain, c'est de regarder finalement comment ça se concrétisait sur le terrain, comment ces politiques, certaines d'entre elles sont quand même très ambitieuses, avec des sanctions parfois très lourdes, comment ça se traduit sur le terrain, comment ça se concrétise, est-ce que les gendarmes sanctionnent réellement, est-ce que les différents observatoires les différents organismes ont les moyens de cette répression, et est-ce que les préfets, les procureurs sont engagés ou pas dans cette répression. Et avec un premier obstacle, c'est voir, on s'aperçoit assez vite qu'il y a tellement de choses, c'est tellement complexe, il y a tellement de réglementations qu'on ne peut pas mettre tout en œuvre, à la fois parce que déjà, dans le champ de l'environnement, il y a beaucoup de choses, et puis parce qu'une partie de ces acteurs, les préfets, les procureurs, ont beaucoup d'autres dossiers à traiter. Et si on prend par exemple les tribunaux, actuellement, les violences intrafamiliales vont mobiliser déjà des tribunaux surchargés. Donc le temps qu'il leur reste pour l'environnement, il faut le trouver, il faut des engagements particuliers d'acteurs. Alors, donc voir, est-ce qu'il y a des choses qui vont se dégager, est-ce qu'on va donner priorité à l'eau, est-ce qu'on va donner priorité aux déchets, et on voit qu'en fonction des organisations, chacun n'a pas les mêmes priorités. Déjà, ça pose un premier problème de coordination de toutes ces luttes contre les atteintes à l'environnement. Alors l'idée donc c'est d'aller voir concrètement ce qu'on appelle les systèmes d'acteurs, c'est-à-dire les relations entre les différentes personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans ces questions environnementales, et puis de voir comment ça fonctionne entre eux, donc entre les autorités administratives et judiciaires, comment les différents services d'investigation ou de sanctions
Certains sont dans le champ administratif, d'autres dans le champ judiciaire, d'autres sont dans les deux. Comment ils travaillent? Est-ce qu'ils arrivent à travailler? Évidemment, on a vu les polémiques autour de l'OFB après les manifestations agricoles, donc plein de questions qui se posent. L'équilibre entre justice administrative et traitement judiciaire, c'est pas toujours très clair. Il y a tout un jeu autour des préventions du délit ou avertissement et puis sanctions effectives. Et puis aussi voir le poids et l'intervention, qu'est-ce que ça pèse, les différents acteurs, on va dire non étatiques, les associations, les différents lobbies qui peuvent intervenir, soit en faveur des politiques environnementales ou à rebours pour la non-sanction des atteintes à l'environnement. Là aussi, les mobilisations des agriculteurs nous ont montré comment il y a des volontés de mettre un frein à un certain nombre d'activités. Donc c'est une recherche en cours avec des problématiques qui émergent d'ores et déjà, c'est qu'on voit que tout ça est quand même très complexe à mettre en œuvre, même sur le terrain, et qu'on voit qu'il y a des tensions qui peuvent apparaître entre les différents acteurs. Tout le monde ne va pas forcément dans le même sens. Et c'est ça qui est intéressant et en même temps compliqué, c'est de voir comment tout ça s'articule et finalement est-ce qu'il en ressort quelque chose ou est-ce que le système est complètement paralysé, pour dire les choses un peu brutalement, et comment entre ces deux extrêmes, politique hyper efficace d'un côté et paralysie totale de l'autre, on est quelque part entre les deux où c'est à voir. Donc on voit déjà, ça pose la question des rapports préfet-procureur. On a un certain nombre d'instances. Alors il y avait les MISEN qui étaient présidées par le préfet. Et puis on a créé assez récemment les Colden qui sont aussi des groupes réunis autour du procureur. Comment tout ça s'équilibre. Et on voit bien comment dans d'autres politiques, les politiques de prévention de la délinquance, des organismes équivalents produisent pas forcément grand-chose. Donc c'est la question, est-ce que c'est efficace ou pas? Il y a une stratégie nationale, il y a des priorités locales qui sont définies. Comment sont-elles définies? Et est-ce que ça a un impact sur les acteurs administratifs ou pas? Voilà. Donc on s'aperçoit déjà qu'il y a un nombre très limité d'affaires qui vont jusqu'au pénal. L'action du pénal est assez limitée. On se posera la question de la coopération ou non des diverses administrations avec la justice. Est-ce qu'elles travaillent avec la justice ou est-ce que finalement elles vont assez rarement jusqu'à porter les affaires au tribunal? Comment les procureurs ou d'autres juges mobilisent ces différentes administrations? Est-ce qu'on a une domination de l'administratif sur le judiciaire? Et si c'est le cas, ça questionne l'action d'un acteur qui est important ou qui doit être important dans ces politiques, c'est celle du préfet. Donc le préfet a comme rôle, en théorie, je dirais, d'appliquer la loi, mais il est aussi tenu ou obligé d'appliquer cette loi en fonction des contraintes locales qu'il rencontre sur le terrain. Et ça, c'est toujours un exercice très difficile. Je pense que Madame la juge nous en parlera par la suite. On s'aperçoit qu'on a des services d'investigation et de répression qui sont finalement peu équipés en personnel, que ce soit les services de la préfecture qui gèrent ces questions environnementales ou l'OFB ou les personnels de l'OFB ou autres. C'est très très limité. On ne peut pas mener d'action d'envergure parce que il faut faire des choix. Et on a même, et c'est là où ça nous interroge sur les politiques nationales, beaucoup d'endroits où on s'aperçoit qu'il y a des baisses d'effectifs très forts. Dans certains départements, on a moins 40, moins 50% d'effectifs en 10 ans. Donc on dit on se mobilise, on va faire des lois très répressives, puis on n'a personne sur le terrain, grosso modo, pour appliquer. Par comparaison, la police nationale a connu des recrutements, connaît toujours, la gendarmerie aussi. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui reste par exemple au service de l'OFB. La grande question aussi, c'est quel appui, quelle priorité, quel poids donné par l'échelon central, le ministère de l'Intérieur par rapport à cette action du préfet? Est-ce que les préfets sont incités à agir dans ce champ-là? Et comment? Le poids des élus et des lobbies. On sait qu'on a beau être une république centralisée, les élus et certains élus peuvent avoir un poids très fort pour contrebalancer des politiques nationales. C'est un vieille théorie sociologique de l'administration qui explique, qui s'appelle la régulation croisée, ou comment les élus peuvent bloquer les administrations locales en allant s'adresser directement au ministère ou à des échelons centraux pour faire progresser des dossiers ou en freiner d'autres. Et puis, ce qu'on s'est aperçu d'ores et déjà, c'est qu'il y a beaucoup de... Le rôle du préfet, c'est d'appliquer la loi, mais en même temps, et notamment depuis un décret de 2020, il y a énormément de préfets qui passent beaucoup de temps à faire des dérogations, c'est-à-dire à
ne pas appliquer la loi ou autoriser des gens à ne pas respecter la loi. C'est dit un peu brutalement, mais ça paraît quand même intéressant parce que c'est pas un système qui décline, c'est pas comme on vous demande de faire des opérations contre les stupéfiants et puis il y a des chiffres, etc. Et on met les moyens, qu'elles soient efficaces ou non sur la consommation de stupéfiants, c'est un autre problème, mais on arrive à un nombre d'interpellations. Là, on n'est pas dans quelque chose d'aussi clair. Et on s'aperçoit que beaucoup d'administrations se trouvent empêtrées dans des contradictions, hein, que ce soit l'OFB, DREAL, Direction départementale des territoires ou ONF, avec des enjeux financiers, des enjeux politiques, des enjeux agricoles, différentes pressions. Tout ça fait qu'on n'a pas une action publique très claire dans ces champs-là. Avec des conflits, notamment, est-ce que... on voit qu'il y a toute une lutte qui commence à émerger de la part d'organisations environnementales qui vont, par exemple, combattre cette politique dérogatoire des préfets en attaquant systématiquement. Donc le préfet fait une autre dérogation et on l'attaque et jusqu'à avoir une jurisprudence. Et on voit comment les associations environnementales, alors il y a les manifestations physiques, je pourrais en parler ultérieurement, qui peuvent aussi susciter des menaces d'ordre public et donc mobiliser les préfets. Hein, s'il y a un risque de manifestation, de ZAD, un sujet dont on voulait pas auquel on ne voulait pas s'intéresser, finalement on va s'y intéresser, mais il y a aussi tout un savoir juridique avec tout un travail là-dessus. Bon, parfois des relations compliquées entre préfets et procureurs, avec certains procureurs qui se posent la question, est-ce qu'il faut court-circuiter les préfets ? Auparavant, je parlais plutôt de savoir-faire juridique en matière de justice administrative, mais on voit que peut se développer aussi et que peut-être dans l'avenir, les juristes vont nous inventer encore davantage de choses dans le domaine de la justice pénale. En France, on a justice pénale, justice administrative, et donc la justice pénale va peut-être aussi se mobiliser. On voit comment certains procureurs, individuellement, se mobilisent pour certains types d'affaires en matière environnement. Alors pour les préfets, il y a aussi le risque en matière d'ordre public, c'est-à-dire qu'on passe du champ de l'environnement, on se dit bon, je ne vais pas trop y aller, au champ, comme je disais tout à l'heure, de mobilisation qui peuvent constituer des dangers par rapport à l'ordre public, hein, des groupes de manifestants importants, voire des mobilisations plus ou moins violentes. Et donc ça aussi, ça peut faire agir les gens. Hein, je ne cautionne ni ne sanctionne ce genre de comportement. Je dis juste que c'est un moyen peut-être d'action par rapport qui peut mobiliser les préfets. Puis on s'aperçoit qu'il y a aussi la question de plus en plus complexe aussi de la sensibilité du public et des médias aux questions environnementales. Alors on voit bien, la campagne actuelle le montre, même s'il ne faut pas en parler, que les enjeux environnementaux ne sont pas forcément sur l'agenda principal des différents politiques. Néanmoins, localement, c'est plus compliqué que ça, puisqu'on voit qu'il y a des citoyens qui commencent à se mobiliser, y compris des gens qui ne sont pas forcément écolos dans l'âme ou qui ne votent pas écolo, mais qui se trouvent sensibilisés à certaines questions parce qu'il y a le syndrome NIMBY, donc l'acronyme anglais pour Not in my backyard, c'est-à-dire pas chez moi. On se moque de l'écologie, mais il y a une route qui passe au fond de mon jardin, je vais me mobiliser, ou je tourne le robinet d'eau et l'eau est impropre à la consommation, même des gens qui s'en moquent peuvent être mobilisés. Et notamment, donc, on voit comment l'émergence de questions de santé publique, c'est pas besoin d'être d'avoir une science de la prédiction pour voir ça, qu'on est à la veille d'émergence de gros problèmes de santé publique qui vont éclater dans plein d'endroits. Hein. On a ce fameux plan qui circule des captages d'eau avec toutes les pollutions non reconnues par forcément les ARS ou les différentes instances. Il y a des mobilisations sur les maladies liées aux produits phytosanitaires, etc. Donc là, on est très clairement à la veille d'une explosion qui va amener forcément à des réactions, quelle que soit la couleur des gouvernements ou des responsables locaux. Et puis, on voit qu'il y a déjà des maires qui font des constats. Alors, notamment, ça a commencé très fort sur la mobilisation des déchets par rapport aux déchets sauvages, notamment après la mort d'un maire dans le Var qui a été écrasé dans des circonstances par rapport à tout ça. Et donc, une pression sur les préfets, pression même sur la gendarmerie, puisque les gendarmes ne sont pas là. Il y a eu des demandes faites, des sondages faits par les gendarmes auprès des maires, et on leur a dit, oui, il y a plein de questions, la criminalité, d'accord, classique, je s'entends, mais il y a aussi ces déchets sauvages, toutes ces problématiques qui commencent à émerger et qui
inquiète un nombre croissant de maires, là aussi, quelle que soit leur étiquette politique. Et on voit comment toutes les problématiques autour aussi de la démocratie locale, notamment avec les commissions locales d'information, jusqu'où on va parler, je pense que Madame le maire nous en parlera peut-être, d'un certain nombre de problèmes, comment on va les partager avec les administrés. Je vais bientôt finir, mais j'aime bien poser les problèmes, vous me dites. Donc, et puis on voit qu'il y a des équilibres aussi qui sont instables, qui bougent sans arrêt, parce qu'il y a plusieurs groupes de pression. Bon, ce que j'ai regroupé improprement sous le terme de lobby agricole et industriel, des gens qui favorisent l'activité économique, mais même au sein de ces groupes-là, on voit qu'il y a des intérêts divergents. Parmi les agriculteurs, grosse production, et puis d'autres agriculteurs qui sont dans d'autres types de production avec pas de produits phytosanitaires, commencent à créer des tensions parce qu'évidemment, quand il y a du vent, les produits ne s'arrêtent pas à la limite du champ, etc. Donc tout ça est très compliqué. On a aussi des associations environnementales, je l'ai dit, avec un pouvoir et des facultés de mobilisation, soit en termes de groupe, de nombre de personnes, mais aussi à travers des jeux judiciaires. Des questions comme le tourisme, qui est à la fois source de pollution, mais à la fois en demande de propreté. Je pense que la Bretagne constitue un bon exemple de ces tensions qu'il peut y avoir. Et aussi des signaux inquiétants qui obligeraient à des mesures radicales, par exemple des évacuations de territoires. Il y a des territoires qui sont très pollués en France, où la solution raisonnable serait d'évacuer tel ou tel village, ou des interdictions, par exemple, de ne pas consommer l'eau. Il y a des endroits où on devrait arrêter de consommer l'eau. Et on voit qu'il y a des réticences de tous les acteurs. C'est un peu l'inverse du syndrome NIMBY. On vous dit qu'il faut évacuer le village parce que c'est pollué. Les gens disent non, je préfère qu'on n'en parle pas parce que j'ai envie de revendre ma maison. Ou l'eau, oui, mais comment on ne va pas acheter de l'eau du robinet, etc. Donc on voit comment on a aussi, chez chacun des acteurs, parfois des logiques contradictoires. C'est difficile de classer, mis à part quelques exceptions, tout écolo, environnemental, et puis on veut que ça sanctionne, et puis qu'on avance comme ça en punissant. Et puis de l'autre côté, des gens qui seraient, non, il faut laisser faire complètement. Il y a ces deux extrêmes-là, mais il y a plein de gens qui sont en train d'osciller entre les deux en fonction des événements qui arrivent à côté de chez eux. C'est pour ça que le local est quand même pour nous très important. Après, avec tous les risques, par exemple, un préfet, est-ce qu'il peut décider l'évacuation d'un territoire? C'est très compliqué. S'il ne le fait pas, il peut être attaqué en responsabilité, mais il y a de la colère populaire si on met en place des mesures justement non populaires. Donc on voit qu'on a globalement des résultats qui sont très souvent décevants en matière de répression. On a l'impression qu'il y a tellement de blocages, de lourdeur, de contradictions, de poids, de politique. Et on l'a vu, déjà cette conclusion, on l'avait avant le mouvement des agriculteurs et on l'a vu depuis le mouvement des agriculteurs. On a l'impression d'un freinage au niveau étatique. C'est plus du tout sur le devant des débats. C'est quand même assez intéressant parce que quand vous comparez par rapport à l'insécurité au sens agression, ce dont je m'occupe d'habitude, ça mobilise toujours. Quand on parle d'insécurité environnementale, qui pour moi serait quelque chose, un concept important, il n'y a pas tellement de mobilisation au national, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas inquiets, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas comme un volcan éteint qui risque de sourdre à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de passer d'une vue statique ou un bilan peut-être décevant à quelque chose de plus dynamique, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui émerge. Donc on voit que on a tous ces acteurs qui sont à la recherche d'équilibre. Finalement, tout le monde est en train d'essayer de trouver sa logique entre tout ça. C'est pas simple, comment je fais, comment j'agis. Et puis, je l'ai dit, un acteur central, l'État, qui a l'air peu motivé à intervenir, qui est plutôt dans le laisser-faire local. Et donc, on peut se demander, nous, ce qui nous intéresse, c'est, OK, les politiques, vues du central, ça avance pas beaucoup. C'est très lent, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de discours fort. Qu'est-ce qui se passe localement? Est-ce que localement, et on voit dans beaucoup de domaines, je dirais dans plus en plus de domaines, l'État central a l'air complètement paralysé. Mais est-ce qu'il ne se passe pas des choses sur le bas, ce qu'on appelle, nous, essayer d'identifier des politiques environnementales par le bas, et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y a des politiques qui émergent, quels sont les facteurs de félicité pour qu'émerge une action publique dans ce cas. Et là, je finirai sur des non-réponses, puisque c'est un travail en cours. Mais nous sommes en train donc de réaliser un certain nombre d'études de cas dans des départements pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement, voir c'est quoi les freins aux actions, comment on les contourne, comment il y a des choses qui
parviennent à se construire en recueillant les points de vue des différents acteurs, qu'ils soient pour, contre, agriculteurs, acteurs environnementaux et bien sûr tous les acteurs de l'État qui sont impliqués, et voir s'il y a des négociations et des compromis possibles de manière à partir du local, essayer d'interroger comment on peut développer des actions nationales, mais qui ne sont pas des grands programmes nationaux du genre il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Ça, c'est déjà fait, on l'a fait, mais comment ça se traduit sur le terrain? C'est ça qui nous intéresse, comment pouvoir mettre en œuvre et quelle serait l'utilité de politiques de sanction des illégalismes environnementaux ou des délits, voire crimes environnementaux. Je vous remercie de votre attention. J'ai peut-être été un peu long et pas forcément très clair, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Au contraire, c'était très clair. Plus quand il y a un support visuel, ça permet de. Donc c'était extrêmement clair. Et ça pose très bien un certain nombre d'éléments sur lesquels Marie Laju, Claire Masson vont pouvoir réagir et sur lesquels l'échange va pouvoir se faire. Je retiens notamment du coup qu'il y a un enjeu d'application de la loi par rapport à des contraintes locales, des services de l'État peu équipés, peu mobilisés, voire même un État peu motivé à intervenir, dites-vous. Vous parlez aussi d'une domination de l'administration sur le judiciaire. Et donc j'étais curieux de savoir comment ces éléments-là croisent vos expériences passées, votre expérience d'action publique, Marie Laju, et votre rôle passé notamment de préfète. Et parmi tous les éléments livrés au débat à l'instant par Christian Moinat, qu'est-ce qui vous semble rejoindre des réalités que vous avez pu croiser? Qu'est-ce qui fait selon vous débat ou appel à des commentaires? Une première réaction à chaud de ces constats et des travaux dont vous pouvez nous rappeler le calendrier pour savoir quand est-ce que toutes ces questions pourront connaître des approfondissements de la part de vos équipes? Déjà, je pense qu'on aura déjà des premières pistes sérieuses fin de l'année civile, et puis on se donne le temps éventuellement d'aller un peu plus loin jusqu'à mi-2025, si on peut continuer à travailler. Super, on le souhaite, ce serait utile. Marie. Merci Vendry et merci Christian de cet exposé. Alors effectivement, moi je parle depuis le point de vue de l'État, et ma première réaction, elle porte sur une forme d'opposition des échelles que vous indiquiez en fin de propos, Christian, entre la capacité ou l'incapacité peut-être de politique nationale, transversale à être ambitieuse, contrairement à la possibilité peut-être d'échelle locale de faire monter une prise de conscience. Alors, moi, à la fois, je crois et j'ai envie de croire à la possibilité du local de faire naître de l'ambition, mais en même temps, ma pratique, à la fois ma pratique et ma vision un peu philosophique du rôle de l'État me portent à penser que les grands enjeux environnementaux, qui sont des enjeux collectifs et de long terme, ont beaucoup de mal à être intégrés par des acteurs individuels et de court terme que sont souvent à la fois les porteurs de projets, voire les élus locaux. En tout cas, l'échelle géographique et temporelle d'action des maires, par exemple, est par nature plus étroite et plus courte que celle d'entités à la fois chargées d'espaces plus vastes, intercommunalités, puis départements, régions, et l'État, qui est celui chargé du général, et dont je considère, mais dont l'organisation institutionnelle considère que si nous partageons tous, élus et acteurs de l'État, une responsabilité d'intérêt général, de viser à l'intérêt général collectif et de long terme est celui qui, en théorie en tout cas, aurait le plus vocation à être incarné par les politiques étatiques, qui sont celles qui visent le champ le plus long et l'espace le plus vaste, et l'inverse du not in my backyard, normalement. Normalement. En tout cas, moi, c'est ma vision du rôle de l'État, que celui d'être capable, et même, pas seulement capable, en charge de porter cette échelle vaste et cette vision qui va au-delà du temps d'un projet, au-delà du temps d'un mandat. Je me permets une petite question. C'est votre vision
Et c'est votre vision. Et est-ce que vous pensez qu'elle est partagée par une majorité des préfets? Je Ou pense est-ce que qu'elle vous est... vous sentez relativement minoritaire dans cette vision? Non, je pense qu'elle est partagée par tous les fonctionnaires d'État qui ont à la fois qui sont formés. La question, j'y reviendrai peut-être, mais de l'expertise, de la compétence à traiter les sujets est très importante aussi dans la capacité à faire avancer des enjeux. Ça demande à avoir des équipes qui connaissent leur job, qui connaissent leur boulot. Et c'est un problème dans l'évolution institutionnelle des services de l'État qui se paupérise au fil du temps. Mais donc, encore une fois, la vocation de l'État, de la législation nationale et de la législation européenne d'ailleurs, c'est de voir loin, de voir large et d'amener à des ambitions que les intérêts locaux ou les intérêts particuliers pourraient être tentés de contrarier au quotidien. Donc quand même, globalement, ce à quoi sont confrontés les services de l'État au quotidien, préfets ou services instructeurs des directions de l'environnement, etc., c'est la recherche d'une vision d'un intérêt général supérieur par rapport à du micro-local et à de l'intérêt particulier, recherche dans laquelle l'outil et le cadre qui est celui que sont censés mettre en œuvre les institutions, qu'elles soient collectivités locales ou État d'ailleurs, c'est la loi. La loi, le règlement, vise à l'intérêt général potentiellement contre les intérêts particuliers. Alors après, ce sur quoi on atterrit, c'est souvent la difficulté de l'application territoriale, la complexité des dossiers, voire la contradiction entre différentes catégories de normes, normes européennes, normes nationales, entre les normes nationales. On a régulièrement des contradictions entre le droit environnemental, les orientations économiques, etc. Et la nécessité de prendre en compte des enjeux territoriaux qui peuvent amener à des logiques, y compris des logiques dérogatoires. Et ce qui a été promu ces dernières années, cette logique de droit de dérogation que vous évoquiez tout à l'heure, dans la manière dont il s'annonce, dont il s'avance, il vise à simplifier, accélérer la recherche d'objectifs d'intérêt général. À chaque fois, c'est toujours ça, enfin, c'est d'ailleurs ça qu'il y a dans le texte. Le texte qui prévoit le droit de dérogation des préfets, c'est pour des visées d'intérêt général. Donc ça, il faut le rappeler tout le temps. Après, la manière dont c'est mis en œuvre, on peut questionner, mais c'est quand même des visées d'intérêt général. Et par exemple, moi j'ai été amenée à utiliser le droit de dérogation quand on avait des cadres réglementaires ou législatifs qui se contredisaient dans la mise en œuvre des procédures. Donc par exemple sur des enjeux de procédure. Quand une autorisation empêchait d'exercer le droit d'instruction de l'autre, enfin des formes de contradiction comme ça, c'est ce genre de choses que vise normalement le droit de dérogation des préfets, dont je me permets de rappeler qu'il ne porte pas sur la loi. On ne déroge pas à la loi, on ne déroge pas à la norme européenne, c'est uniquement un droit de dérogation au règlement. Donc un niveau de responsabilité juridique plus bas quand même. Hein, par rapport à l'intérêt général, les règlements sont de moindre capacité, importance que la loi. Alors après, oui, je suis d'accord, Christian, dans les faits, quand on étudie la manière dont le droit de dérogation des préfets a été utilisé, il a beaucoup été quant à des normes environnementales pour accélérer des processus ou permettre des autorisations de projets ayant potentiellement porteurs d'atteintes environnementales pour leur faire échapper soit à des délais, soit à des autorisations ou des réglementations considérées par les porteurs de projets et par l'administration en l'espèce comme pouvant empêcher le développement de ces projets avec une vraie question sur jusqu'où faut-il ou peut-on aller en matière de droit de dérogation. Moi, je considère en effet enfin, je redis ce que je disais en début de propos, à savoir que la loi, la norme, c'est ce qui doit être notre cadre pour nous permettre de viser l'intérêt général. Je vais peut-être ouvrir à la discussion. Oui,
Oui, j'avais... Oui. Donc, sur ces histoires de normes, de seuils, etc., l'État devrait effectivement avoir un rôle protecteur pour la population. Or, on s'aperçoit que plus ça va, plus il y a une idée de libéralisme. Et par exemple, sur les CODERST, où on est censé siéger pour les augmentations d'élevage, pour décider ou non. Moi, je suis sur une région où on a énormément d'algues vertes, vous devez le savoir. Je ne sais pas si vous avez lu le livre et la BD d'Inès Léraud sur les algues vertes. Elle est franchement très instructive. Et quand on voit toutes les menaces auxquelles elle a eu le droit et le fait qu'elle a dû disparaître de la circulation face à ces menaces, c'est vrai que c'est très inquiétant. Et en fait, l'État a trouvé une solution qui est très efficace par rapport au problème de seuil d'installation d'élevage. Il a augmenté tous les seuils d'autorisation. Donc en fait, plus rien ne passe en CODERST. Encore dernièrement, les seuils viennent de réévoluer, mais il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ils avaient déjà évolué. Et en fait, régulièrement, ils remontent. Donc maintenant, on ne décide plus ou pas de l'extension d'élevage, puisqu'ils ont le droit de le faire dans tous les cas. Donc l'État ne devient plus du tout protecteur des concitoyens en acceptant n'importe quelle taille d'élevage quasiment sur nos secteurs qui sont déjà débordés de lisiers de porc, de fumier de volaille et de lisiers de vache, quoi. Donc le CODERST ne sert plus à rien, si ce n'est à accepter un crématorium tous les 3 mois et le reste passe à l'as, quoi. Un deuxième exemple, moi je siège aussi au comité départemental de l'eau et qui regroupe donc toutes nos collectivités à part les très très grosses comme Vannes, Lorient, qui ont bien compris qu'il valait mieux gérer soi-même que de déléguer son service public après à des privés, enfin bref. Et donc sur ce comité syndical de l'eau, on dépasse les valeurs dans une partie de nos captages en S-métolachlore. Vous avez dû en entendre parler, c'est un désherbant du maïs qui était très peu étudié, très peu recherché dans les eaux. Et maintenant qu'on le recherche, il y en a dans beaucoup d'endroits. Et bien en fait, l'État a dit, eh bien c'est pas grave, on va remonter les normes. Donc en fait, les normes de S-métolachlore ont été remontées. Alors, en se basant, soi-disant, sur des Vmax, alors comme moi, c'est mon domaine un peu les pesticides, j'ai été regarder le truc quand même, en se basant, soi-disant, sur des Vmax, des valeurs max autorisées pour la consommation humaine, qui se basent, soi-disant, sur des expérimentations qui ont eu lieu sur le milieu et les animaux pour vérifier s'il y avait une toxicité ou pas. Or, quand on recherche sur le S-métolachlore, il y a eu des essais sur 4 lots de 3 chiens, un truc comme ça. Il y a autant dire qu'il n'y a pas eu d'essai et que les résultats n'ont aucun intérêt parce que quand on fait un peu de toxicologie, on vérifie, on a besoin de statistiques, on enlève, vous savez, les valeurs les plus fortes, les plus faibles, on regarde un peu les écarts types. Quand vous avez quelques analyses, vous ne pouvez rien en faire, quoi. Donc l'État a péremptoirement décidé d'augmenter la Vmax du S-métolachlore pour que l'eau redevienne consommable. Et ça, du coup, il n'y a plus aucun principe de précaution d'appliquer dans ce type de cas. Et c'est vrai que là, finalement, après des grandes discussions, les élus du comité syndical de l'eau ont décidé de voter une motion demandant à l'État d'interdire ces molécules qui sont dangereuses et sur lesquelles on n'arrive pas à gérer ni les analyses, ni la toxicité, ni la dépollution, qui est très très chère, quoi. Mais ça n'empêche pas l'État de faire la sourde oreille. Et des exemples comme ça, c'est vrai qu'on en a un peu pléthore, et même sur les choix après de gestion. Je repense, on parlait de déchets, donc moi je suis la vice-présidente en charge des déchets sur ma communauté de communes, où on est 100 000 habitants l'hiver, mais on est 300 000 l'été. Et donc, un de nos gros sujets, c'est les emballages. Vous savez que les emballages maintenant sont soi-disant tous à mettre en poubelle recyclable. Bon. En pratique, la réalité c'est qu'on ne recycle pas la moitié, et qu'en plus, nous on est obligé de les envoyer sur des usines de tri qui coûtent extrêmement cher. Les emballages, c'est ce qui nous coûte à nous, collectivités, le plus cher. On est sur du 260 € la tonne, alors que quand je fais brûler les déchets, je suis à 100 €, et quand je composte, je suis à 70 €. Donc les emballages, c'est quand même un coût qui est énorme à la tonne. C'est Citeo qui gère les aides aux emballages et qui donc a fait le choix d'aider à payer le tri pour l'instant.
mais sans qu'il y ait vraiment un vrai recyclage des emballages. Et même quand ils sont recyclés, quand une bouteille d'eau plastique devient un pull polaire et que quand on le lave, il y a des microparticules de plastique qui passent à l'eau, j'estime personnellement que ce n'est pas un recyclage qui est très enviable sur du long terme. Et en fait, comme c'est Citeo qui est présidé par le président du groupe Bell, ils n'ont aucun intérêt à essayer de faire diminuer les emballages. Eux, ils ont intérêt à continuer à ce qu'on en produise, à ce qu'on les recycle, que les collectivités payent un prix fort pour le recyclage, à rentrer dans cette usine à gaz, quoi. Et Citeo ne devrait pas exister. En fait, l'État a fait le choix de créer Citeo pour la taxe éco-emballage. Ça devrait être une taxe gérée par l'ADEME. Et les choix faits par l'État sont des choix de libéralisme de plus en plus fréquemment, quoi. Un autre exemple sur lequel j'aimerais bien vous entendre avant de faire réagir Marie Laju et Christian Moina sur les réorganisations en cours du côté de l'État, notamment les conséquences de la création de l'OFB, ou alors peut-être redire, peut-être Marie, le rôle des DREAL, de la DDT, du préfet sur la coordination à la fois des politiques publiques et aussi le lien avec l'autorité administrative et en l'occurrence l'autorité judiciaire, puisque l'autorité administrative est sous la hiérarchie du préfet. Mais ça m'intéressait, dans un échange préalable, Claire Masson m'a indiqué que sur la question de l'eau, premièrement, vous m'avez expliqué que l'extension d'exploitation agricole, que ce soit de l'élevage porcin ou bovin, a des conséquences très fortes, ou même la création de méthaniseurs a des impacts très forts sur le pâturage, et donc avec une concentration pour la méthanisation du cheptel, voilà, qui reste en bâtiment. Et donc ça a des conséquences globalement négatives sur la qualité de l'eau en Bretagne, une région, j'ai appris, qui n'a pas de nappe phréatique et donc qui puise son eau potable dans les cours d'eau. Et vous m'avez, donc je veux bien que vous me disiez la conséquence de la création de l'OFB, puisqu'avant cette police de l'eau était assurée par d'autres, et vous avez vu les conséquences. Donc c'est juste une façon d'entrer ensuite sur un petit rappel sur répartition des rôles et comment aussi les rôles ont évolué ces dernières années avec la création de nouveaux opérateurs. Alors effectivement, le fait qu'il y ait des méthaniseurs oblige les agriculteurs à laisser les vaches dans le bâtiment, puisque pour avoir du lisier, il faut le racler dans le bâtiment. Si vous mettez les vaches dehors, vous n'avez plus le lisier. Donc du coup, les vaches ne vont plus pâturer. Elles sont à 100% du temps en bâtiment au lieu d'être en extérieur. Donc qualité de vie des animaux, je vous en parle même pas. Mais en tout cas, au niveau pollution, ça nous pose un vrai souci parce que du coup, il n'y a plus besoin de pâture, puisqu'elles ne pâturent plus. Et donc, on a de plus en plus de maïs et de moins en moins d'herbe. Or, c'était l'herbe qui protégeait les cours d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de migration des pesticides, mais les pesticides, de façon générale, à part le métolachlore, c'est pour ça que c'est un cas un peu particulier, mais ils glissent avec l'eau de ruissellement, avec les limons, ils sont entraînés, ils arrivent dans le cours d'eau, et puis nous, on capte dans le cours d'eau, quoi. Et en fait, les prairies permettent aux limons de se déposer et d'être dépollués dans des zones un peu humides, avec des micro-organismes, et de ne pas arriver dans le cours d'eau, et donc de ne pas polluer le cours d'eau. Maintenant qu'il n'y a plus de pâture, on a de plus en plus de pesticides dans nos eaux, que l'on capte et qu'on doit traiter. Et, donc, nous, l'intérêt d'avoir des zones humides, c'était des zones de dépollution. Et donc, la Fédération de la pêche et le Conseil supérieur de la pêche, c'était eux qui intervenaient en Bretagne. Moi, il y a 25 ans, quand je travaillais à la Chambre d'agriculture, si quelqu'un détruisait une zone humide, recadrait un cours d'eau, l'empêchait de méandrer, de dépolluer, quoi, on appelait la Fédé de la pêche, qui avait dans ses locaux le Conseil supérieur, qui avait la police des eaux, et ils intervenaient, c'était hyper efficace. Et puis depuis, la police des eaux a changé d'organisme, alors elle est passée par l'ONEMA, je crois, et puis là maintenant elle est arrivée à l'OFB. Or, l'OFB dépend du préfet et en plus n'a quasiment plus d'effectifs. Et donc, en fait, on peut faire ce qu'on veut sur un cours d'eau. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et désormais, la police des eaux n'est plus du tout assurée comme elle a pu l'être il y a 25 ans. Je voulais vous faire réagir là-dessus. Non, mais peut-être un mot en rebond sur l'évolution à la fois de l'organisation et des capacités des services, des entités. Déjà peut-être de façon un petit peu descriptive. Je ne sais pas quel est le niveau de connaissance des uns et des autres de l'organisation fort complexe des services de l'État et des collectivités. En gros, sur les enjeux liés à l'environnement, aux atteintes à l'environnement, il y a d'abord tout le champ préventif qui est celui des normes en matière d'urbanisme.
et de tout ce qui a trait aux installations, alors, urbanisme ou installation d'élevage ou installation agricole. L'urbanisme, c'est une compétence des collectivités locales que d'attribuer des autorisations, de construire, d'aménager, faire des routes, etc. Compétence qui s'exerce sous ce qu'on appelle le contrôle de légalité des services de préfecture. Mais donc globalement, c'est une compétence décentralisée, très encadrées malgré tout par des normes nationales. Normes nationales, j'y reviens quand même, qui peuvent poser question dans leur évolution ou dans la manière dont elles sont appliquées, mais qui sont potentiellement porteuses de grandes avancées. L'horizon d'une politique publique nationale qui cherche à aller vers le zéro artificialisation nette en 2050, ça n'est qu'une loi qui peut la porter. C'est une loi qui la porte, la loi climat-résilience, qui est une loi d'une grande ambition, dont je suis convaincue que les initiatives locales seraient sans doute incapables de porter une telle ambition, et d'ailleurs auront sans doute beaucoup de mal à la décliner. Il y a le sujet de la déclinaison et de la mise en œuvre qui se pose, mais potentiellement, encore une fois, le cadrage, il est celui de la loi, et c'est souvent par la loi que passent les plus grands enjeux, les plus grandes ambitions, avec ensuite une déclinaison en matière de régulation territoriale par les réglementations d'urbanisme appliquées par les collectivités locales, en l'occurrence les maires et les intercommunalités. S'agissant des établissements susceptibles de porter des atteintes particulières à l'environnement, c'est-à-dire en gros quand on ne parle pas juste de permis de construire ou de permis d'aménager, mais qu'il y a un risque d'atteinte liée soit à une activité industrielle, soit à une activité agricole, l'État va avoir un degré d'intervention supplémentaire en mettant en œuvre des autorisations. Et l'État est d'ailleurs dans un rôle souvent complexe qui combine rôle de conseil parfois avec les porteurs de projets, rôle d'instructeur des autorisations, c'est-à-dire qu'en gros on va amener l'expertise dans différents services. Alors ça peut être selon la nature des autorisations, la direction régionale de l'environnement, de l'agriculture et du logement, la DREAL, ou la direction départementale des territoires. Mais les services de l'État instruisent des autorisations pour des projets qui sont susceptibles de porter des atteintes à l'environnement. L'État aussi a un rôle d'animation des instances de concertation qui contribuent à l'élaboration des décisions d'autorisation. Les commissions auxquelles vous participez, Madame la maire, et auxquelles participent un grand nombre d'acteurs ou de parties prenantes que sont par exemple les associations environnementales ou les fédérations de chasse, de pêche ou les syndicats agricoles, etc., interviennent donc dans des commissions qui donnent des avis sur l'instruction des différents dossiers. Les commissions qui portent des noms tous plus à coucher dehors les uns que les autres, les CDPNAF, les CODERST, les CDCSF, etc. Ce sont des entités qui ont le grand intérêt d'amener dans le process de prise de décision des parties prenantes qui ne sont pas que les autorités locales de l'État ou des collectivités. Donc encore une fois, associations, etc. Mais ce qui est pas simple pour l'État, c'est qu'il est aussi chargé d'animer et d'être une forme de garant de la neutralité de ces entités. Et puis en fin de compte, l'État est celui aussi qui prend la décision. Donc vous voyez une posture de l'État complexe, de conseil, d'instruction, de garant de neutralité des débats et au final de prise de décision. La dernière étape étant celle potentiellement de la police et de la répression, qui est donc le dernier maillon de la chaîne des décisions administratives qui visent aux enjeux de protection de l'environnement et aux autres enjeux de protection d'intérêt général. La question de la police, c'est très aval dans la mise en œuvre des processus, avec des services qui parfois ont été partie prenante du suivi de projet dans, par exemple, l'instruction des autorisations, qui peuvent se retrouver
de façon aval, en responsabilité, d'aller examiner la mise en œuvre et exercer potentiellement la police. Donc ce qu'on appelle la police, c'est à la fois un ordre juridique d'intervention, mais c'est aussi des entités qui la mettent en œuvre. Pratiquement, il y a des entités qui sont spécialisées sur les enjeux environnementaux, police de l'environnement, c'est les services techniques de l'État, les mêmes dont on a parlé tout à l'heure, DREAL ou DDT, mais aussi l'Office français de la biodiversité, dont je vais dire un mot tout de suite. L'Office français de la biodiversité, il procède d'une tendance d'assez long terme qui est à l'œuvre dans les institutions françaises de regroupement, simplification et réduction des effectifs. En fait, il a rassemblé des entités différentes, qui étaient notamment l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ONEMA, qui avait repris un certain nombre de polices à des entités chargées de la pêche. Et puis il a repris aussi des entités liées aux parcs nationaux. Il les a regroupées dans un mouvement quand même très lié au process de réduction générale des effectifs des entités de l'État, qui ont porté plusieurs noms au fil du temps. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a une entité nouvelle qui s'appelle Office français de la biodiversité, qui est chargée de nouvelles missions, missions d'animation d'une stratégie nationale, missions extrêmement ambitieuses, avec des effectifs qui ont perdu à peu près, alors on va dire, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense entre 30 et 50% par rapport à ce qu'ils étaient avant les regroupements, en gros 15 ans avant. Et donc de fait, une capacité d'agir des entités spécialisées, OFB ou services des DREAL ou des DDT, qui s'amenuisent au fil du temps. Même chose, DREAL et DDT, ce sont des effectifs qui ont été très très touchés par la baisse des effectifs de l'État ces dernières années, la révision générale des politiques publiques et la réduction des effectifs de l'administration territoriale de l'État ont porté principalement sur les effectifs qui dépendent du ministère de la Transition écologique et donc services des DREAL et des DDT. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des entités chargées à la fois de l'instruction, mais aussi de la répression, de la poursuite des atteintes à l'environnement, qui sont à la fois moins nombreux et moins experts au fil du temps, ce qui se traduit par finalement une réduction de la capacité de verbalisation, certes, mais idéalement, la verbalisation n'est pas forcément un indicateur le plus pertinent pour mesurer les atteintes à l'environnement, puisque ça doit passer aussi par la prévention, ou par l'accompagnement des projets pour qu'ils portent le moins d'atteintes à l'environnement. En gros, on a de moins en moins de bras et de cerveaux pour assurer ces missions-là, ce qui se traduit par une difficulté croissante. Et peut-être pour terminer, j'ajouterais que j'évoquais tout à l'heure la question de l'importance de l'expertise, de la capacité de connaissance des enjeux, qui est quand même essentiel pour qu'on puisse prendre des décisions pertinentes, et notamment pour que les préfets, ceux qui sont en responsabilité à la fois des autorisations ou de la répression d'un certain nombre d'atteintes, on a besoin d'être entouré d'une vraie capacité d'expertise qui a été pendant très longtemps celle de l'ingénierie publique de l'État. Ces ingénieurs formés par des écoles créées après la Révolution et qui ont fait d'une certaine manière ce qu'est la France, ce qu'est l'aménagement de la France et ce qu'a pu être aussi un certain nombre d'ambitions de grandes lois mises en œuvre dans notre pays. J'ai été frappée ces dernières années en participant à nombre d'instances partenariales qui justement associaient des associations, des parties prenantes diverses et variées, de voir que la logique d'expertise tendait à s'inverser. C'est-à-dire que là où, je ne sais pas, il y a 20 ans, alors moi j'étais pas encore en préfectorale il y a 20 ans, mais en gros il y avait une forme d'assurance des services de l'État sur leur assise et leur capacité, et je pense que les collectivités peut-être avaient la même capacité, encore que je pense que l'État était vu comme peut-être plus expert que les services des collectivités. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Les services des collectivités sont souvent bien plus experts que ceux de l'État. Et on se retrouve dans des instances avec des parties prenantes associatives, parfois des lobbies, parfois des acteurs privés, dont l'expertise est souvent bien plus forte que celle des services de l'État. Ce qui se traduit par une difficulté encore accrue à prendre des décisions pertinentes. Merci beaucoup. Juste avant que Christian Moina rebondisse, cette question notamment des lobbies et des logiques d'acteurs, on va pouvoir poursuivre juste après là-dessus. J'en profite pour dire que s'il y a des questions
de votre part, n'hésitez pas à me faire signe. L'idée, c'est aussi d'avoir des questions des participants. Et du coup, dans ce qui était dit à l'instant, il y a des choses avec lesquelles je crois vous étiez en accord, Christian Moignin, sur le fait qu'il y a une capacité à faire de l'État qui est plutôt qui diminue, notamment un nombre de verbalisations pour les questions environnementales qui diminue. Et en même temps, vous me disiez en amont que la réalité est très différente d'un département à l'autre. Donc ça traduit peut-être des priorisations différentes sur les territoires. Et puis derrière, vous me disiez que tout ce que vous entendiez, ça fait aussi, je crois, ça vous fait aussi réagir sur la posture de l'État, son positionnement vis-à-vis des autres acteurs territoriaux. Oui, je pense que il y a une vraie question d'ailleurs qui dépasse le cadre des politiques environnementales ou de lutte contre les illégalismes environnementaux, qui est la capacité de l'État à concrétiser sur le terrain ces politiques publiques. On voit comment dans les questions environnementales, l'État émet des messages contradictoires. Enfin, on voit suite à la mobilisation des agriculteurs comment on a l'impression qu'il y a des tournants à 90 ou je ne sais pas combien de degrés. Il y a ce premier mouvement-là. Il y a les durées de poste des préfets peuvent être quand même bien moindres que ceux de certains élus locaux qui sont à la tête de départements ou de collectivités locales pour des périodes très très longues. Bien, pas bien, c'est pas le débat. Ils sont réélus de toute façon à la période. Mais on voit bien comment, si on n'a pas une mobilisation du local un peu fort, je pense pas que le préfet. Et si au contraire on a des lobbies industriels ou agricoles qui pèsent très fort, l'État finalement, et je dirais le préfet localement, n'a pas les moyens de les contrecarrer réellement, me semble-t-il, parce qu'on a cet accès d'un certain nombre de lobbies directement aux ministères centraux, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Agriculture. On le voit bien comment, nous on appelle ça la régulation croisée complexe, comment depuis toujours l'État central finalement est compensé localement par le fait qu'il y ait des élus qui puissent accéder, dans un sens pro ou anti-environnement d'ailleurs, à des directions nationales et faire peser, voire via l'Assemblée, à peser sur les débats. Deuxième chose, et puis je ne vais pas m'étendre trop longtemps, c'est effectivement l'aspect privatisation et l'aspect économique. Finalement, d'un point de vue économique très basique, beaucoup ont intérêt à la pollution. Vous l'avez décrit à travers toutes ces institutions qui sont chargées des déchets. On le voit, question politique de l'eau. Très clairement, il y a plein de prestataires, on a grosso modo 3 ou 4 prestataires qui vendent une grosse partie, là où c'est pas l'État les collectivités locales qui ont gardé la main. On a des prestataires de services, ils vous disent les eaux sont plus polluées, nous on peut faire, on va inventer la membrane qui va empêcher telle ou telle chose, mais votre facture d'eau va augmenter. Et c'est là où finalement, malgré tout, on en arrive à se poser la question, mobilisation des gens, des acteurs, mais que ce soit des associations, mais même n'importe quel consommateur, jusqu'où il est prêt à payer son eau très cher. On nous dit qu'il ne faut plus boire d'eau en bouteille. Je prends l'exemple de l'eau, me semble-t-il, est très parlant. Il ne faut plus boire de l'eau en bouteille. Il faut prendre l'eau du terrain, mais on vous dit, vous habitez près d'un captage d'eau, vous n'avez pas le droit de mettre de produits chimiques dans votre jardin, mais vous voyez l'agriculteur dont le champ est juste au-dessus du captage d'eau, lui, il a le droit de dépendre des tas de produits. Ça crée de la tension. Et on parle beaucoup d'agribashing, les agriculteurs se plaignent de l'agribashing, mais on n'en est qu'au début, parce que les gens, on nous parle d'histoires de coqs et de trucs de gens qui se plaignent, mais là où on commence à voir des gens qui se plaignent parce qu'on a des naissances, alors vrai ou pas, je ne suis pas du tout expert, liées à l'épandage de certains produits chimiques, où on est touriste et puis on ne peut pas se baigner parce que l'eau est sale, ou des tas d'usages comme ça, de conflits d'usage qui vont faire que à un moment, si on n'anticipe pas, même le citoyen qui actuellement soutient à 80% les manifestations d'agriculteurs, c'est pas dit que dans 2, 3, 4 ans, ou à l'occasion de 2, 3 scandales, on voit bien comment l'opinion publique peut se renverser très rapidement. Il y a des hôpitaux qui mettent en place des consultations pédiatriques pour des enfants qui ont des problématiques liées aux épandages. On voit que la MSA reconnaît de plus en plus de maladies liées aux épandages, l'usage de produits agricoles plus ou moins toxiques. Donc on voit bien qu'on est à une époque, et c'est là où on a l'impression que l'État, globalement, n'est pas assez dans l'anticipation de tout ça. Et que moi, venant plutôt des questions d'ordre public et de sécurité publique traditionnelle, on se dit oui, on s'intéresse aux banlieues qui vont chauffer, etc. Mais qu'à mon avis, dans les campagnes, on se prépare aussi
à des mouvements où un jour on aura peut-être des gens qui iront s'attaquer à des agriculteurs en les traitant d'assassins. Enfin, voilà. C'est pas un souhait, hein, mais c'est des dangers qu'on peut percevoir. On n'a plus la campagne tranquille et les villes qui bougent. C'est un peu plus compliqué que ça. Il me semble que dans les campagnes, aussi parce que les populations changent, on a l'arrivée de néo-ruraux, etc., de résidences secondaires. Bon, ben, on est quand même prêt à avoir des choses assez explosives. Et je ne veux pas être le prophète de mauvais augure, il y en a suffisamment en ce moment. Je comprends mieux ce que vous m'aviez dit du coup sur la conflictualité du monde rural. Est-ce que Claire voulait rebondir à ça? Puis juste après, je donne la parole aux deux personnes qui veulent poser des questions. Et si des personnes de sexe féminin veulent poser des questions, n'hésitez pas, parce que pour le moment... Alors, je voulais juste rebondir là-dessus sur le lobbying, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le poids des lobbies, il est terrible. Et il s'exerce à la fois sur les élus locaux, sur l'État, de différentes façons. Et il y a des lobbying auxquels on ne s'attend pas. Moi, depuis que je suis élue, j'ai des petites voix qui me disent bah, tu vois, un tel, là, le directeur de telle structure, avec le sous-préfet là, et puis telle personne, ils sont tous chez les francs-maçons. Et en fait, avant, les francs-maçons, c'était plutôt pour moi, dans mon image, une structure, enfin, des loges où on discutait du bien global voilà, des citoyens et de comment faire avancer la société, etc. Et on s'aperçoit que ça a totalement changé. S'ils sont bien tous francs-maçons, c'est des petits arrangements entre amis pour accepter la construction de machin en loi littorale, prendre tel entrepreneur avec qui ils sont copains et qui va embaucher la fille de machin et qui ceci. Et en fait, on a aussi des lobbies auxquels on ne s'attend pas forcément. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas du tout partie de ce type de monde, quoi. Et j'en ferai sans doute jamais partie. Et du coup, je me sens un peu chantée par des lobbies auxquels je ne m'attendais pas. Qui empêchait un certain nombre de représentants de l'État d'être présents, notamment l'autorité judiciaire, ce que je regrette, parce que ça fait partie des éléments de réponse et de réflexion que je voudrais partager avec vous vis-à-vis des questions que vous vous posez. D'abord, je vous ai répondu tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur est-ce que vous pensez que la vision du rôle de l'État de long terme, de neutralité et d'incarnation au garant de l'intérêt général est partagée. J'ai répondu qu'à mon sens, elle était immensément partagée par l'ensemble des fonctionnaires d'État. C'était ça ma réponse. C'est un peu différent de ce que vous disiez. Les préfets ont un rôle charnière extrêmement complexe à assurer, à la fois de pilotage de leur administration, de leurs équipes, ces équipes expertes, dévouées au bien commun, et ayant une vision de l'intérêt général, dont je pense que beaucoup de fonctionnaires des collectivités locales la partagent, mais qui n'est pas exactement la même. Je pense qu'il y a vraiment, chez les fonctionnaires de l'État, l'idée d'assurer une forme de constance, de permanence de l'intérêt général, au-delà du poste qu'on assure, et que ça va être relayé par ses successeurs. Enfin, cette ambition, cette vocation de l'État, elle est extrêmement forte chez les fonctionnaires, dans leur pratique quotidienne et dans les valeurs qui les inspirent dans le traitement de leur mission, qu'elle soit en matière d'environnement, d'accompagnement social, d'éducation, etc. Les préfets, ils sont à la charnière du pilotage de ces agents, que je considère comme des héros de l'intérêt général et du bien commun, et de la décision gouvernementale. Donc c'est un rôle d'une grande complexité qui, au fil du temps, peut évoluer, et certains se posent même la question aujourd'hui de savoir si on ne devrait pas avoir un système de dépouille à l'américaine, avec du coup des préfets beaucoup plus liés à l'orientation politique du gouvernement que ça n'en était la vocation au moment de la création du corps préfectoral. La vocation du corps préfectoral a toujours été d'incarner la permanence, la constance, et de servir l'État et l'intérêt général plus que de servir une orientation politique.
C'est ma vision de la fonction préfectorale. Quant à la manière dont elle est exercée par les uns et les autres et les priorités qui sont fixées par les uns et les autres, en particulier aujourd'hui, vous comprendrez que je ne souhaite pas la commenter. De fait, ce que je peux simplement dire, c'est que les décisions sont toujours d'une immense complexité à prendre, notamment en matière d'ordre public, que objectivement, c'est un peu triste, mais c'est beaucoup plus compliqué de s'opposer à une grande manifestation avec 400 tracteurs qu'à une petite manifestation avec 200 militants désarmés. Et que du coup, par exemple, les services de renseignement ou services de police peuvent proposer des options qui peuvent apparaître au grand public ou aux personnes concernées, les manifestants, comme fortement inégales ou inéquitables. Mais ça fait partie des éléments qu'on prend en compte quand on décide de mobiliser les forces de l'ordre pour s'opposer à tel ou tel événement. Il y a évidemment le droit qui guide les décisions, qui doit être le premier, encore une fois, le premier cadre et le premier régulateur, mais il y a aussi la réalité de la capacité ou pas à faire face. Alors j'entends que sur un certain nombre de manifestations type opposition aux grandes bassines, on a été capable de déployer des troupes en nombre très 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 important et que c'est sans doute pas le critère de la difficulté d'intervention qui est le seul dans la décision à prendre. Il y a sans doute des orientations nationales qui expliquent ces décisions. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a certes des décisions locales que les uns ou les autres peuvent penser orientées, et notamment orientées par le gouvernement. Mais il y a aussi l'état de droit, et dans l'état de droit, il y a les autorités judiciaires, et notamment les décisions plus ou moins répressives qui sont prises par rapport à des actions de dégradation, d'atteinte que vous avez évoquées, engins incendiaires ou destruction. Ce n'est pas la responsabilité de l'administration, c'est la responsabilité de l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire qui a un rôle fondamental, évidemment, dans la répression des atteintes que vous évoquez, à savoir destruction, dégradation de bâtiments publics qui se sont déroulés ces derniers temps, mais aussi mise en œuvre de la réglementation environnementale. Et c'est aussi une réponse par rapport à ce que vous indiquiez, Christian, sur les capacités d'influence de tel ou tel lobby ou tel porteur de projet d'intérêt privé qui va peut-être, dans certains cas, amener à orienter des décisions. Sauf que les décisions, en France, pour l'instant, elles se mettent en œuvre dans un système de droits et de devoirs qui permet la contestation devant l'autorité judiciaire, et pourvu que ça dure. Et de fait, l'autorité judiciaire est aujourd'hui dans une période un peu charnière, je trouve, de prise en compte croissante des enjeux environnementaux. Alors, de fait, comme pour les questions de gestion de l'ordre public que j'évoquais à l'instant, il y a tout le temps des sujets de capacité à faire qui se posent. En gros, est-ce qu'on est capable de ne pas interdire une manif ou de gérer, est-ce qu'on a assez de CRS ou pas, enfin, comment est-ce qu'on décide d'accompagner ou d'interdire telle ou telle chose? Ça dépend des capacités qu'on a. Et c'est pareil pour la justice. La justice est totalement embolisée par des milliers, des millions de procédures qui amènent sans doute à des ordres de priorité qui peuvent questionner les uns ou les autres. Sauf qu'il y a deux phénomènes quand même qui se font jour. Il y a d'une part des structures associatives extrêmement expertes en matière de recours et qui ont saisi la balle au bond de l'utilisation de l'état de droit en le poussant au maximum des possibilités de contentieux, par exemple, qui sont ouvertes, et qui, alors, avec souvent des délais très longs, mais qui permettent de contrecarrer potentiellement des décisions qui auraient été prises en dépit du cadre national. Et puis, il y a encore une fois une autorité judiciaire qui, petit à petit, poussée par parfois des individus, des individualités, parfois
le mouvement de la société, de prise de conscience des enjeux environnementaux, ou des structures organisées telles que des associations de magistrats qui devaient être représentées aujourd'hui, mais dont je voudrais dire un mot, qui ont souhaité amener sur le devant de la scène les enjeux environnementaux, et qui font qu'aujourd'hui, il y a dans les parquets, dans chaque parquet, je crois, un procureur en charge des enjeux environnementaux. Il y a une animation réelle de ces sujets dans les parquets. Et il y a encore une fois, soit des justiciables, soit des structures associatives qui utilisent toutes les possibilités que donne l'état de droit. Donc moi, je forme un vœu, c'est que la combinaison de la logique d'intérêt général portée notamment par les fonctionnaires, mais aussi par le cadre légal, et le maintien de ces capacités de contentieux, de contestation de décisions et de contrecarrer un certain nombre de décisions permettent de faire perdurer, encore une fois, la logique d'intérêt général et la limitation des atteintes à l'environnement. Mais ça repose en grande partie sur la volonté que les concitoyens expriment par la voix de leurs parlementaires. Oui. Alors, ça marche? Oui, c'est bon, excusez-moi. Merci. Philippe Schmitt, je suis expert, comme on dit, sur les questions aménagement, urbanisme, foncier. Et depuis une trentaine d'années, je suis très au fait, très engagé auprès des collectivités, soit dedans, soit en accompagnement des collectivités. Juste deux, trois remarques. D'abord, pour vous dire à quel point... Madame Lajuge, que je souscris à vos propos. On a une déliquescence presque. Et parfois, ça fait presque de la peine de voir l'état des forces dans les DDT, dans toutes les structures publiques ou parapubliques. On a eu un délitement énorme, et pour en parler beaucoup avec des DDT et tout ça, c'est sûr que c'est difficile. Et parfois, le moral, y compris même avec des agents, je le vois auprès des agents qui bossent à l'OFB, le moral n'est pas haut. Il n'est pas haut et c'est un euphémisme. Alors, ce que j'avais envie de dire deux, trois choses. La première, c'est que j'ai un prisme assez urbain, hein, donc je travaille beaucoup la question de la police de l'urbanisme. J'avais envie de dire, malgré tout, malgré la faiblesse des effectifs, les questions de police, c'est aussi des questions d'hommes. Et c'est aussi des questions donc de relations. J'en veux pour preuve qu'il est des territoires dans lesquels on m'explique, alors dans la majorité des territoires on me dit « ouais mais tu comprends, on fait des PV, tout ça, mais il n'y a pas de suite, de toute façon le proc c'est trop long, etc. Et puis de toute façon, il n'y a jamais de sanctions, et puis de toute façon, voilà. » Et donc il y a un laisser-aller. Alors je bosse beaucoup dans l'outre-mer, je pourrais vous parler d'outre-mer, et le laisser-aller il est colossal. Mais il faut aussi entendre les territoires dans lesquels on a, entre les gens en charge, entre guillemets, de la police de l'urbanisme, parce que je rappelle que le maire, il agit au nom de l'État, sur la police proprement dite de l'urbanisme. Hein. Mais on entend des cas où on arrive à travailler avec le procureur qui est débordé, mais ils sont tous débordés dans la justice aussi. Hein. Mais on entend des cas où on dit, ouais, en fait... C'est super, on s'est bien entendu avec le procureur, il comprend maintenant que l'urbanisme, c'est plutôt pour lui un sujet un peu d'aération. Il arrive à dédier du temps. Ouais, je fais court, mais c'est important. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Et Madame le maire, je parle sous votre contrôle, bien sûr. Mais la société, elle est de plus en plus crispée sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Et si on n'arrive pas à montrer une police qui est réactive, immédiate, qui va au bout sur des sanctions, en fait, il suffirait ne serait-ce que 2 exemples dans le territoire pour terminer le sujet. Or, en fait, c'est le laxisme ou l'absence de réactivité, parce qu'on n'arrive pas à organiser la chose, qui fait qu'en fait, les problèmes ont plutôt tendance à perdurer. Voilà, bon, je fais court. Bon, j'ai la voix un peu chancelante, excusez-moi. Je voulais savoir, je ne suis pas du tout experte, mais supposons qu'on a un préfet ou une préfète qui est très consciente de l'enjeu donc sanitaire, justice sociale,
dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, etc., de ce pan-là de l'urgence actuelle, et qui ne serait pas forcément en accord avec les injonctions du gouvernement que cette personne est censée représenter sur le terrain. Donc ma question c'est, est-ce que pour les préfets et les préfètes, il y a une sorte de droit de retrait? Quels sont les outils en main qu'ont ces hauts fonctionnaires pour faire le bien général et pas forcément ce qui leur est dicté? Ou est-ce qu'ils sont complètement prisonniers de leurs fonctions? Moi, j'ai toujours la même réponse. C'est le droit. Les préfets appliquent le droit. Les préfets doivent appliquer le droit. L'ensemble des autorités et l'ensemble des citoyens doivent appliquer le droit, mais les préfets ont la charge non seulement d'appliquer le droit, mais de contrôler le respect du droit par les différentes parties prenantes, et notamment par les collectivités locales. Et ça doit être ça leur boussole. Et de fait, c'est ça leur boussole. À ceci près que le droit est complexe, parfois contradictoire, laisse des marges. Donc ces marges, elles peuvent se réduire par une part de discernement, mais avec une frontière parfois mince entre le discernement et le discrétionnaire. Et on y trouve aussi des réponses, encore une fois, par la réponse judiciaire. C'est-à-dire que quiconque, dans un état de droit, c'est quand même ça le régulateur de ce qui peut être considéré comme un non-respect du droit par les autorités qui en ont la charge. Mais je ne voudrais pas laisser penser que les préfets ou les élus sont des princes en leur royaume avec une capacité totalement ouverte de décider dans un terrain qui ne connaîtrait aucune borne ou aucune limite. Encore une fois, on est dans un état de droit. Les préfets ont la charge d'appliquer le droit, et s'ils ne le font pas, ils peuvent être poursuivis. Depuis quelques minutes, on a eu l'occasion du coup tout à l'heure dans les échanges de parler du poids des lobbies, lobbies économiques et autres. On a parlé un petit peu de la prise de conscience peut-être plus forte, accrue, notamment du pouvoir judiciaire des enjeux environnementaux. C'est le fruit d'une évolution de la société, peut-être du rôle des médias. On le verra à 16h tout à l'heure dans la prochaine table ronde avec Mathilde Cusin, Bénédicte Emelin et Louis Cofflard. Et justement, j'étais curieux, Claire Masson, de savoir, vous, votre lecture à vous sur le terrain, vous entendre sur votre avis sur le rôle des associations et peut-être des associations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Tout à l'heure, la représentante de FNE, la présidente, va participer à la prochaine table ronde. FNE a un rôle, fédère tout ça d'associations environnementales à différentes échelles. C'est pas la seule. Et puis certaines associations, c'est parce qu'il y a des associations qui portent une voix qu'elles sont nécessairement défenseuses de l'intérêt général. D'ailleurs, des associations locales sur des enjeux très nimbiques qui s'expriment. Mais en tout cas, vous, comment vous pouvez, en tant que maire, vous appuyer, compter ou composer avec le rôle des associations et aussi la place des citoyens, parce que les citoyens on ne s'organise pas toujours en association, parfois jouent un rôle plus ou moins actif dans des sujets environnementaux. Et donc comment, en tant que maire, vous composez avec ces acteurs-là sur des questions environnementales? Alors, en fait, j'ai été élue avec une équipe très peu politisée au niveau des partis politiques, mais très, très politisée par contre sur le côté, c'était une équipe de gauche. Et dans nos 3 principes, on voulait travailler et défendre l'écologie, l'environnement sur notre commune, les problèmes sociaux, la partie sociale,
et la partie démocratie participative. Et donc on essaye d'associer les associations au maximum sur des prises de décision, des discussions, des groupes de travail, des échanges. Et ça nous permet de travailler vraiment de façon plus intelligente, parce que je pense qu'à plusieurs cerveaux, on est toujours meilleur, sur la mise en place de modes doux de déplacement, de pistes cyclables, de chemins piétons, sur la réflexion sur l'incinérateur, puisqu'on a un incinérateur d'ordures ménagères. Et on a eu beaucoup d'échanges. Alors moi, je suis plutôt fondamentalement anti-incinération. Je suis Europe Écologie Les Verts avec un passé associatif assez lourd. Mais je me suis retrouvée face à cet incinérateur avec la question des autres élus. Est-ce qu'on le remet aux normes ou pas, quoi? On fait quoi de notre incinérateur? Et c'est vrai que prendre en compte la parole des associations et entraîner les autres élus des autres communes à être en capacité de les écouter, de les faire participer, c'est vraiment très intéressant. Et à contrario, je siège donc au CODERST, où il y a des associations environnementales et puis des représentants des usagers comme l'UDAF ou la CSF, la Confédération syndicale des familles. Et là, des fois, j'ai honte de voir comment les élus du département, comment les services, une partie des services de l'État, enfin le sous-préfet, puisque c'est lui qui gère le CODERST, peuvent essayer de ridiculiser les associations dans ce type de structure, alors que ce sont des gens qui apportent un degré de réflexion, un degré de travail et de maturation des dossiers qui est intéressant et qu'il faut prendre en compte, comment ils sont mis à mal par les personnes présentes au CODERST, quoi. Et ça, c'est vraiment terrible, le fait que sur des organes normalement paritaires, finalement, ils aient peu la voix au chapitre, on puisse leur couper la parole, essayer de leur rire au nez et ne pas prendre suffisamment en compte leurs paroles. Oui, merci Louis Cofflard, avocat au barreau de Paris. C'est plus une observation qu'une question, hein. C'était juste pour réagir un petit peu à la mention du décret relatif aux droits de dérogation des préfets que vous avez évoqué tout à l'heure. Et c'est un point réglementaire, je trouve, qui n'a peut-être pas suffisamment accroché l'attention du public, parce qu'il regorge des possibilités qui sont bien plus sournoises que ce que le contenu du règlement laisse penser qu'il permet d'autoriser. C'est-à-dire les garde-fous de, bien sûr, il faut respecter le droit de l'Union, la Constitution, etc. Bien sûr, ce n'est pas une option, mais l'ampleur des dérogations qui sont permises, puisque finalement on peut déroger à la totalité du Code de l'environnement, la totalité du Code de l'urbanisme, sous couvert d'être dans le champ de la réglementation, ouvre des possibilités qui sont extrêmement importantes. Et pour avoir porté le recours notamment des Amis de la Terre, de Notre Affaire à tous et d'autres associations contre ce décret, puisque initialement c'était une expérimentation qui a été pérennisée dans un deuxième décret, je peux vous dire que l'instruction s'est posé beaucoup de questions, puisqu'on a reçu des lettres qui nous ont demandé si effectivement il y avait beaucoup de situations constituées auprès des entreprises, c'est-à-dire si en cas d'annulation, puisque ce décret permettait aussi l'attribution de certaines aides, si voilà, il fallait une annulation juste pour le futur ou une annulation rétroactive. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que le Conseil d'État s'est quand même sérieusement interrogé sur la question de la légalité de ce décret. Et ça, c'était à l'époque du premier décret qui était l'expérimentation. Donc, qui m'a évidemment énormément déçu quand on a finalement été rejeté. Mais peut-être que ce rejet était, je ne sais pas, mais lié au fait que la section du rapport et des études, qui est la section du Conseil d'État qui donne le bilan un peu annuel du Conseil d'État chaque année, a rendu un super rapport sur les bienfaits de l'expérimentation. Donc évidemment, il fallait que le Conseil d'État juge soit, s'il rejetait, il ne pouvait pas parler de ce décret-là. Forcément, il devait le mettre en dehors du champ de leur analyse. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que cette réglementation est symptomatique d'une réglementation de mauvaise fabrique, parce qu'elle ne sécurise pas les porteurs de projets, elle ne sécurise pas les services de la préfecture, puisque c'est l'angoisse de savoir si on peut accorder ou pas. Et finalement, c'est un peu une vision très centralisée qui vient dire, bon, si la paperasse est trop complexe, on peut la simplifier. Et voilà, je tiens à dire que peut-être que votre vision était plutôt rassurante, enfin votre témoignage en disant qu'effectivement il y a énormément de contradictions, il y a parfois des lenteurs qui ne sont pas justifiées, des impossibilités d'appliquer des normes en même temps. On le sait, c'est parfois très complexe, mais il semble que les possibilités ouvertes par ce type de réglementation, qui à mon sens aurait dû probablement aboutir plus à une sélection de normes, par exemple procédurales auxquelles on pouvait déroger, aurait été bien plus rassurante, bien mieux faite.
Et je dis ça, je donne un exemple pour que ce soit moins abstrait et plus précis. Voilà, et je termine là-dessus. Je crois que c'était le préfet de Vendée qui avait autorisé la dérogation à l'obligation de faire une étude d'impact, par exemple, en disant que c'était infra-communautaire, mais voilà. Et ça, c'est choquant quand même. Et je pense que ce type de réglementation est très problématique, surtout à l'heure où on risque de changer de gouvernement de manière assez inquiétante. Merci. Alors, moi, je travaille pour l'État sur les questions justement d'interprétation de texte. Et donc, je constate effectivement que... Vous m'entendez ? Je constate en fait qu'effectivement, une partie de mon rôle, c'est d'interpréter des textes, en fait. Et je me rends compte que suivant les textes, suivant le contexte, on ne les interprète pas de la même manière et de façon aussi forte. Il y a une obligation, en fait, qui m'a toujours interpellée quand je vois justement vous parler de dérogation. Alors, c'est peut-être naïf, mais en ce moment, elle revient souvent, c'est cette obligation de la Constitution, de la Charte de l'environnement, qui dit que toute politique publique doit prendre en compte le développement durable dans ses 3 piliers. Et je me dis finalement, est-ce qu'on a été aujourd'hui assez loin pour se dire que quand on prend ce type de dérogation, quand on va finalement contre ces objectifs, on va contre les fondamentaux même de la Constitution? Est-ce qu'il ne faudrait pas réinterpréter un peu nos fondamentaux pour être sûr qu'on ne déroge pas justement à nos principes de base? Voilà. C'est peut-être un peu naïf, mais en ce moment, ça me travaille beaucoup. Et je n'ai pas vu beaucoup de constitutionnalistes qui écrivent beaucoup de livres s'exprimer sur ce sujet. Peut-être 2 éléments de réaction, sans rentrer dans le détail du sujet droit de dérogation. Mais à la fois ce que vous venez de dire, monsieur, et ce que vous venez de dire, madame, ça rappelle l'importance du droit quand même, et de l'agencement juridique dans lequel on intervient. Le décret qui institue le droit de dérogation, il s'inscrit dans un cadre légal, qui peut-être pose question, et tout ça doit nous amener à prendre au sérieux le rôle des parlementaires qui élaborent la loi, c'est ce que je disais tout à l'heure, et à prendre au sérieux le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et dans lequel nous nous trouverons demain et la semaine suivante. La loi, c'est fondamental pour tous nos enjeux, j'y reviens, excusez-moi cette forme de naïveté vis-à-vis de l'état de droit, mais il faut y croire, c'est notre garant à tous. Mais malgré ça, la loi, l'État, c'est le macro, c'est normalement l'intérêt général et la vision du long terme. Malgré ça, je voudrais revenir sur un exemple que vous avez donné, Christian, et duquel nous avions discuté ensemble. Quand j'étais préfète en département il y a quelques années, les services de gendarmerie ont commencé à mettre en œuvre des démarches de concertation avec les élus locaux, c'était après les Gilets jaunes, dans une visée de meilleure prise en compte des attentes exprimées par notamment les maires ruraux. Et grande surprise dans le département dans lequel je me trouvais, le responsable des gendarmes territoriaux vient me présenter les résultats d'une forme de sondage qu'ils ont mis en œuvre avec les maires du département sur leurs priorités. Dans ce département, les gendarmes étaient absolument convaincus que les élus locaux allaient leur parler de délinquance et de problèmes posés par les gens du voyage, sujet dont on entend quotidiennement beaucoup parler. Et en réalité, ce qui est arrivé en tête des préoccupations exprimées par les élus, et notamment les élus ruraux, ce sont les atteintes à l'environnement. Et en particulier, les dépôts illégaux de déchets. Ben ça me donne confiance. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a... Pour avoir confiance, il faut tenir droit sur ces assises institutionnelles, c'est l'état de droit. Et puis il faut aussi se dire que peut-être la prise de conscience locale, territoriale, qui est celle des maires ruraux, qui est celle des associations, dont je voulais aussi répondre, madame, à votre perception des commissions type CODERST, CDPNAF, etc. Moi, j'en ai aussi une expérience différente. J'en ai une expérience différente dans des comités de concertation locaux dans lesquels, je l'ai indiqué un petit peu tout à l'heure, les services de l'État se sont retrouvés à se faire donner des leçons par des associations incroyablement expertes et incroyablement compétentes, qui ont amené à réorienter les positions de l'État. Ça existe aussi. Donc
Donc il faut y croire, il faut avoir confiance, mais il faut rester mobilisé à toutes les échelles. Voilà. Cranter la place que ces associations peuvent avoir dans les instances existantes. Merci beaucoup à vous trois pour avoir une pause, une quinzaine de minutes, puis avoir Véronique Balbo-Bonneval qui animera la deuxième et dernière table ronde. Je vous propose de remercier nos trois intervenants. C'était très riche, nous en tirerons, nous, un compte-rendu et on poursuit sur le thème de la défense de l'environnement sur le terrain et devant les tribunaux. A tout de suite, 16h.